Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 17 janvier. Je vais commencer par faire l'appel. Marie-Madeleine Hug. Présente. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présente. Moussa Ostur. Présent. Anne Pasco est excusée à donner pouvoir à Franck de Momont. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présente. Atif Khalid est excusé à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Marie Razamoeli. Présente. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Elodie Torres. Daniel Barré. Présent. Asma Manaï Amadi est excusé à donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatimata So. Oui, présente. Anifé Béram. Présente. Miné Caillou. Présente. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry. On verra si elle arrive. Si, on l'a vu. Elle n'est pas arrivée pour l'instant. Jacques Lalo. Présent. Oren Abdullah. Il n'est pas là. Il devait venir. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares est excusé à donner pouvoir à Jean-Claude Renouf. Elodie Torres. Présente. Bruno Toine nous a prévenu qu'il allait arriver en retard. Alexis Christodoulou est excusé à donner pouvoir à Eulalie Lama. Eulalie Lama. Cyril Faure est excusé à donner pouvoir à Virginie Durand. Michel Perrier est excusé à donner pouvoir à M. Gage. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Présente. Farah Loiseau. Présente. Kassim Balaban. Présent. Et Claire Prieux est excusée. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. On désigne Élodie. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, nous avons le quorum pour pouvoir délibérer. Écoutez, déjà, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui débute et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler utilement tous ensemble dans l'intérêt de Chalette et des Chalettois. Il y a un PV à approuver, c'est celui du 21 novembre. C'est cela? Et c'est tout? Et du 12 décembre. Alors attendez, oui. Donc 21 novembre, 12 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces PV? Je vous propose donc de les adopter. S'il y a des oppositions, des abstentions, une abstention, ils sont donc adoptés. Merci. Délibération numéro 1. Vidéoprotection. Avis du conseil municipal. Je passe la parole à Jamel Malgui. Merci, monsieur le maire. Il a été créé une commission vidéoprotection afin d'étudier la faisabilité de l'implantation de la vidéoprotection sur le territoire de la commune. Cette commission s'est réunie à 4 reprises. Elle comptait 12 élus, dont 2 qui ne sont jamais venus aux réunions et un technicien. De nombreux échanges ont eu lieu sur la possibilité d'implanter la vidéoprotection et de nombreuses questions ont été posées sur la réglementation, les règles d'utilisation, les lieux possibles d'implantation, les process administratifs, les coûts, etc. Lors de la deuxième réunion, la commission a reçu 2 référents sûreté de la DDSP du Loiret. Et les élus ont pu échanger avec eux. Lors de la troisième réunion, la commission a accueilli un AMO, un assistant de maîtrise d'ouvrage, afin qu'il explique aux élus le rôle d'un AMO dans l'évolution d'un tel dossier. Certains membres de la commission ont pu visiter 3 centres de supervision urbain CSU très différents, celui de Loris, celui qui regroupe donc Sepoix, Corquilleroy au niveau de l'agglomération de Montargis, et le CSU de la ville de Montargis. À l'issue de ces réunions, il a été décidé de présenter à l'ensemble des élus les travaux de la commission en leur présentant ce projet en 20 questions. La première question, pourquoi installer une vidéoprotection? La vidéoprotection est un outil qui renforcera le dispositif de sécurité sur le territoire de la commune. Elle permettra de lutter contre l'insécurité de manière générale. Il y a un apport très réconfortant pour les victimes et également une aide psychologique dans certains cas, quand la vidéoprotection permet d'appréhender le ou les auteurs. De plus, il faut savoir que toutes les communes de l'agglomération ont une surveillance par caméra sur leur territoire et Chalette, sur loin, est la seule commune qui n'en a pas. Et cette absence de surveillance sur la commune facilite une certaine délinquance sur notre territoire. La deuxième question, quels sont les apports de la vidéoprotection?
prévenir les actes de délinquance sur la voie publique, aide à l'élucidation de crimes et de délits, appui visuel aux forces de l'ordre en cas de crime ou de délit en flagrance, constatation des infractions aux règles de la circulation, sécurité des personnes ou des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou de trafic de stupéfiants, prévention des dégradations, aide à la fluidité et à la régulation de la circulation, protection des bâtiments et installations publiques et leur abord. Troisième question, la présence policière. Une installation de la vidéoprotection sur la commune de Challettes n'exclura en rien la présence humaine des policiers municipaux et des ASVP. Quatrième question. Quelle est la différence entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection? La vidéoprotection est l'implantation des caméras filmant la voie publique et la vidéosurveillance est la protection de l'intérieur d'un bâtiment ou d'une enceinte. Cinquième question. Les principaux articles encadrant la vidéoprotection. Donc la vidéoprotection est régie et encadrée par de nombreux textes, mais les principaux sont la loi numéro 78-17 en date du 6 janvier 1978, le Code de la sécurité intérieure CSI par ses articles L223-8, L251-2, L252-5, L252-11 et R252-2. Il y en a bien d'autres. La protection des libertés, sixième question. Concernant la loi, elle est très claire sur ce sujet. Les caméras ne peuvent pas filmer des habitations ou des bâtiments privés. Il est mis un floutage. L'installation d'un système de vidéoprotection doit être portée à la connaissance du public par l'implantation de panneaux aux entrées de la ville. Septième question, la protection des données. Le responsable de traitement doit veiller au respect du principe de limitation de la durée de conservation des données prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation, laquelle ne saurait excéder 30 jours. La visualisation des images. Huitième question, en direct ou en différé. Seules les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation préfectorale peuvent visionner les images de vidéoprotection. Les images ne peuvent être extraites uniquement sur réquisition du procureur de la République ou d'un officier de la police judiciaire OPJ. Neuvième question, le centre de supervision urbain. Il y a deux types de CSU. Le CSU qu'on appelle actif et le CSU passif. Le CSU actif est géré continuellement par des opérateurs vidéo selon des horaires et des jours définis par l'autorité territoriale. Au CSU passif, il n'y a pas d'opérateur vidéo à temps plein devant les écrans. Un opérateur consulte les images selon les faits qui se sont déroulés sur le territoire de la commune ou sur réquisition d'un OPJ demande d'extraction. Dixième question, où installer le CSU? Le CSU de Challettes serait installé dans la maison de quartier de la Potonnerie et plus précisément dans un local des bureaux des ASVP après sécurisation des lieux. Onzième question, recrutement. Quel que soit le choix de fonctionnement du CSU, il faudra impérativement recruter car il sera impossible de détacher les agents du service sécurité. Douzième question, les démarches administratives et autorisations étatiques. Il faudra adresser à la préfecture une demande d'installation accompagnée d'un rapport technique et d'un rapport justifiant du recours à la vidéoprotection. Un diagnostic local de sécurité DLS et un audit de vidéoprotection seront établis par les deux référents sûreté de la police nationale. Il faudra également fournir un plan de la commune détaillant les lieux de la mise en place de toutes les caméras. Ces documents seront soumis pour avis à la commission départementale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Et après un avis positif de cette commission, Madame la préfète délivrera un avis à l'implantation de la vidéoprotection sur la commune. 13e question. Qu'est-ce qu'un référent sûreté? Il s'agit d'un policier national en zone urbaine ou d'un gendarme en zone rurale qui a pour mission d'accompagner les communes lors de leurs démarches administratives pour cibler des implantations de caméras, de rédiger le diagnostic local de sécurité et d'établir un audit de vidéoprotection. Dans le Loiret, en zone urbaine, il y a deux référents sûreté à la direction départementale de la sécurité publique 45, qu'on a pu recevoir lors d'une des commissions. 14e question. Le rapport de la sécurité de la DDSP 45. Les deux référents sûreté de la DDSP travailleront avec l'AMO, le responsable du service sécurité et le ou les élus en charge de cette mission pour les implantations des caméras. 15e question. Les subventions. La principale subvention proviendra du Fonds interministériel de prévention de la délinquance FIPD, qui sera à hauteur de 30 à 50%. Il pourra y avoir également une subvention de la part du département et ou de la région, mais cela n'est pas encore sûr. 16e question. Pourquoi faire appel à un assistant de maîtrise d'ouvrage AMO?
L'AMO accompagnera la mairie afin de définir les besoins et la réalisation de ses objectifs. Il assurera toutes les démarches administratives liées à la conception du projet, les appels d'offres, les côtés techniques et réglementaires, etc. Il occupera également des demandes de subventions FIPD de la région ou du département. Ce travail se fera en complète collaboration avec les élus, le responsable du service sécurité, le responsable du service informatique et la responsable du service commande publique. Aucune décision ne sera prise par l'AMO. Il donnera des conseils et fera des propositions qui ne pourront être validées que par l'autorité territoriale. 17e question. Combien de caméras installées? Le nombre de caméras installées sur le territoire dépendra de la décision municipale. Par contre, il faudra savoir que pour la subvention FIPD, il est fortement recommandé de prévoir un nombre maximal de caméras installées, même s'il s'agit d'un plan pluriannuel de 2 à 4 ans. Tout ça lié à la subvention qui est donnée, car elle est donnée qu'à la première installation. 18e question. Quel type de caméra installer? Donc là, c'est les différents exemples qu'on a pu mettre. Donc, caméra fixe de contexte à plan large. Il s'agit de caméras standards que l'on retrouve dans toutes les zones vidéo protégées qui ont un champ très large de visualisation. Ensuite, il y a les caméras fixes à champ étroit pour une vision des plaques, ce qu'on appelle lecture de plaques. C'est les caméras VPI. Visualisation des plaques d'immatriculation à la capacité de lire les plaques d'immatriculation des véhicules avec installation d'un logiciel LPR. Une recherche avec une partie du numéro de la plaque d'immatriculation est possible avec toutes les caméras qui en seront équipées. Ensuite, il y a les caméras fixes multi-capteurs. 4 capteurs optiques à plan large, elle permet de couvrir facilement 4 zones différentes avec une seule caméra. Les caméras équipées de l'API, lecture automatisée de plaques d'immatriculation, sont interdites pour les collectivités territoriales, sauf pour le stationnement payant, car il faut un accès aux fichiers des véhicules immatriculés. 19e question. Comment se fait le report des images au CSU? Le report des images des caméras au CSU se fera par Wi-Fi ou par liaison radio. Le réseau vidéoprotection est indépendant et non ouvert. Toute cette partie sécuritaire des données sera gérée par la société qui installera tout le système informatique et Internet. 20e question. Peut-on déporter les images au commissariat de la police nationale de Montargis? Le report des images au commissariat de la police nationale de Montargis n'est pas une obligation faite par la loi ou les règlements. Il est proposé d'acter le principe de la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur le domaine public de la commune de Chalette. Nous avions constitué, comme nous l'avions décidé, dans... Oui. Bien, voilà restitué de façon sommaire le travail mené par ce groupe de travail, constitué à la demande de ce conseil municipal au printemps dernier, et qui s'est réuni donc un certain nombre de fois, avec l'ensemble des élus qui souhaitaient y participer, de la majorité et de l'opposition. Voilà. On a souhaité présenter ça sous forme de questions-réponses, parce que c'est à peu près les questions qui se sont posées lors de nos différentes réunions. Voilà. Donc, aujourd'hui, il s'agit de passer une phase supplémentaire, c'est-à-dire à l'issue de cette phase de réflexion sur l'opportunité, je dirais, de cette question de vidéoprotection. Il s'agira ensuite, si nous y répondons favorablement, d'entrer dans une phase préopérationnelle, c'est-à-dire une phase beaucoup plus technique, d'analyse réglementaire, financière, technique. Et pour cela, il faudrait faire appel à ce qu'on appelle un assistant, un maître d'ouvrage. Voilà. Mais ça, c'est l'étape suivante qu'il s'agit d'ouvrir ou pas ce soir, à l'issue de nos débats. Voilà, donc la parole à qui la souhaite. Monsieur Gage. Oui, merci, monsieur le maire. D'abord, je voudrais témoigner, pour participer au groupe de travail, que le travail a été sérieusement fait, très sérieusement fait d'ailleurs, et que le dossier qui est présenté là me paraît tout à fait solide et convenable.
Alors cela étant dit, ces systèmes de vidéoprotection, comme on les appelle, sont utiles pour la sécurité, c'est clairement, utile pour la commune et utile pour l'agglomération, puisque Chalette aujourd'hui est la seule ville, comme vous l'avez dit, qui n'a pas encore de système de ce type. Donc je suis favorable à la mise en place de ce système de vidéoprotection. On verra après dans les détails de ce qui sera étudié par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, bien sûr, mais à ce stade-là, j'y suis favorable. Cela étant, ce sont des technologies extrêmement puissantes, comme toutes les technologies numériques, qui peuvent représenter, qui peuvent constituer un danger pour les libertés si elles sont détournées de leur objectif. Donc là, le dossier qui nous est présenté souligne l'application des directives de l'État, du RGPD en fait, du Règlement général sur la protection de données, qui accède aux données, combien de temps elles sont conservées, etc. Il faut bien sûr respecter ça. D'abord, c'est la loi, on est contraint de le faire, et il faut le respecter correctement, puisque c'est pour le bien public de faire ça. Mais pour moi, respecter uniquement la loi du RGPD ne suffit pas, parce qu'on peut tout à fait détourner le numérique de son objectif tout en respectant la loi. Et je pense qu'il faut veiller, il faut qu'il y ait un pilotage politique, je dirais, que ce ne soit pas abandonné aux services techniques, cette affaire de mettre en place des caméras dans les rues de Chalette. Il faut qu'il y ait un pilotage politique au moins pour la phase de conception et de mise en place. Et je pense que ce serait pas mal qu'il y ait aussi une ouverture vers un groupe consultatif de citoyens qui pourront, par l'intelligence collective de ce type de concertation, apporter une vision aussi que nous n'aurons pas forcément nous-mêmes, en tant qu'élus représentants des citoyens. Voilà, et donc je souhaite qu'au-delà de l'application, je le répète juste, qu'au-delà de l'application stricto sensus des textes de l'État, du RGPD, on puisse piloter cela pour le bien-être, le respect des libertés publiques, et qu'on puisse éviter que dans le futur, peut-être nous-mêmes ne serons plus là dans ce conseil municipal, une fois que le système sera mis en place, dans quelques temps des années, mais qu'il soit détourné de son objectif, et qu'on essaye de mettre un maximum de garde-fous. Voilà ma demande. Merci. Madame Lama. Excusez-moi. On dit que c'est pour notre sécurité, pour prévenir la délinquance, pour aider la police et la gendarmerie. Or, il est prouvé que la vidéosurveillance a tendance à déplacer la délinquance dans les zones limitrophes non équipées de caméras. Et puis, est-ce que Chalette-sur-Loing est une ville si dangereuse que cela justifie la mise en place d'un système de surveillance très coûteux? Alors où divers services de la ville voient leur budget baisser, cet argent ne serait-il pas plus utile et plus efficace ailleurs? Comme à la culture, par exemple, qui devient hélas de plus en plus oubliée de la majorité et qui est pourtant indispensable pour former les citoyens de demain. Plutôt que des caméras, ne serait-il pas plus utile qu'il y ait des éducateurs de rue et plus de policiers de proximité? Une enquête a démontré que les caméras n'aident à élucider que 1 à 3% des infractions commises sur la voie publique. Outre le coût important de tels aménagements, des questions morales, notamment celles de la vie privée et des limites de la surveillance, posent question. La vidéosurveillance apparaît être un outil coûteux, peu efficace et qui sert surtout politiquement à répondre au sentiment d'insécurité qui serait sans doute mieux tempéré par une présence humaine. Nous, le groupe La France Insoumise, donc LFI, nous pensons que la vidéosurveillance est une fausse solution qui coûte cher, qui n'est pas efficace et qui est intrusive. C'est pourquoi nous sommes contre la vidéosurveillance. Dans notre ville, nous pensons que la démocratie ne se limite pas à la décision du conseil municipal, mais qu'elle implique la participation, la consultation et le contrôle par les citoyennes et les citoyens. Et nous trouvons inacceptable de ne pas avoir eu la connaissance des résultats des consultations des assises de la ville par Monsieur le maire. Voilà. Merci, Madame Lama. Oui,
Oui, monsieur Rambaud. Oui, merci monsieur le maire. L'avis ce que je vais évoquer juste après, c'est l'avis du groupe. Hein. Moi, à mon tour, là, comme il a été dit tout à l'heure, moi je voudrais remercier d'abord en premier lieu monsieur le maire d'avoir permis la création de ce groupe de travail, parce que je dirais c'est aussi quelque part l'aboutissement de discussions qui ont démarré il y a de nombreuses années. Hein. C'est pas depuis 2023 qu'on réfléchit à l'implantation de ce système sur la ville. Donc là, en tout cas, ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, ça a permis, grâce à la présence de celles et ceux qui ont bien voulu participer, d'éclairer et d'aider à la décision ce qui demain potentiellement pourrait se mettre en place sur la commune. Je crois que le fait d'avoir tranquillement et posément pu accueillir des experts comme l'a dit Jamal tout à l'heure, qui nous ont éclairés, qui ont répondu très simplement à toutes les questions que chacun se posait, alors, chacun dans son âme et conscience, et chacun peut penser ce qu'il en veut, mais en tout cas je crois que ça a permis d'éclairer tout le monde sur ce que pourrait être demain ce système sur la ville de Chette, en éclairant particulièrement sur les dangers éventuels, hein, et puis surtout sur ce que ça peut apporter à tout le monde et au service et à la population. Et puis également, bien sûr, aux forces de l'ordre qui peuvent avoir également un intérêt à ce système. Comme l'a été dit, nous sommes la seule commune de l'Aglo n'a pas être équipée de vidéos. Voilà, donc je crois que maintenant... je crois que toutes et tous ceux qui ont contribué ont tous les éléments pour poser le débat, pour émettre un avis. Et puis ensuite, comme l'a dit monsieur le maire, il faudra voir dans la partie opérationnelle, la mise en place de façon très intelligente et en concertation avec tous les acteurs concernés, permettre peut-être que demain la ville soit équipée de ce système. Oui, monsieur Jacques Lalo. Oui, monsieur le maire, j'étais donc un des membres de cette commission qui a planché sur la vidéoprotection. Donc voilà, je ne suis pas surpris du débat qui se mène aujourd'hui. Je vais faire remarquer quand même qu'il n'était pas dans les points du programme de la liste Ensemble pour Chalette, dont j'étais un des candidats. Je vais dénoter un peu, mais pas pour les membres de la commission, puisque je ne vais pas évoluer depuis. Hein. Je ne partage pas la conclusion des travaux qui nous est proposée à l'ordre du jour. Nous avons échangé, comme le dit le rapport de présentation, sur la possibilité d'implanter la vidéoprotection. Jamais nous ne l'avons abordé du point de vue de l'efficacité, de la morale et de l'éthique. Globalement, si la vidéoprotection était un outil efficace pour faire reculer la délinquance petite ou grande, on en aurait entendu parler. Or, l'histoire récente nous invite pour le moins, de ce point de vue, à la réflexion. Pas trop alourdir, mais le 15 juillet 2016, Nice, un attentat islamiste, dans une des villes les plus équipées en caméras, avec un centre de supervision actif. 13 octobre 2023, Dominique Bernard, victime d'un attentat à l'arme blanche dans un lycée d'Arras. J'ai vérifié, il y a au moins 300 caméras sur la ville d'Arras. Début juillet, Montargis, 40 caméras en centre-ville, un centre de supervision urbain actif, une des villes les plus durement touchées par les émeutes. La presse fait état de 300 émeutiers, 7 arrestations, 6 condamnations. On est en dessous du ratio des affaires résolues grâce à la vidéoprotection. Il y a peu d'études qui, relevant des sciences sociales et de la statistique, nous disent les bénéfices à attendre de la vidéoprotection. Les sites gouvernementaux sont d'une rare discrétion de ce point de vue. Tous nous vendent des mérites supposés sans argumenter. Sans un mot sur les bénéfices que l'on peut en attendre, tous donnent la méthodologie pour installer la vidéoprotection, les subventions, la législation, etc. En fouillant un peu sur le net, j'ai trouvé une enquête signée Cyrielle Chazal, publiée dans Le Monde du 17 mai 2018, que j'ai apportée en débat à la commission. J'ai pu consulter quelques parutions par l'entremise de l'ordinateur. Il faut les chercher. Il faut avoir un peu de persévérance et un poil de temps. Tous soulignent le peu d'efficacité de la vidéoprotection en regard des attentes et des coûts. La vidéoprotection, là où elle s'exerce, a tendance à déplacer les trafics et autres incivilités,
mais en rend plus difficile le contrôle sans pour autant faire baisser la délinquance et ses conséquences. Ça, c'est la police luxembourgeoise qui le dit, le Premier ministre à son Premier ministre. Sur l'aspect la résolution des affaires, j'ai relevé dans mes diverses recherches, selon la police et la gendarmerie, la vidéoprotection intervient pour moins de 5% des crimes et délits élucidés. C'est le ratio observé, c'est je le disais tout à l'heure, à propos des émeutes de Montargis. Enfin, monsieur le maire, chers collègues, installer la vidéoprotection, c'est mettre dans l'espace public des caméras et faire de la sorte que chaque citoyen puisse être observé à son insu. Pour faire court, c'est mettre dans l'ordinateur de notre vie un logiciel espion. C'est transformer la liberté du triptyque républicain en liberté surveillée. Vous nous direz que la loi encadre le fonctionnement, et vous nous l'avez dit, de vidéoprotection. C'est vrai, mais les dérapages du secteur police-justice, ça existe. L'actualité nous le rappelle. Aujourd'hui, il y a un procès aux assises en Seine-Saint-Denis. Enfin, une loi, ça se modifie, ça s'aggrave, notamment par le biais d'un décret. Je ne veux pas que demain on puisse me reprocher l'utilisation des caméras contre les militants syndicaux, politiques, associatifs dans l'exercice de leur action. Demain, à la faveur d'une loi à l'immigré, même passée à la moulinette du Conseil constitutionnel, sur injonction de la justice, la vidéoprotection sera au service de la chasse aux migrants, aux sans-papiers. Malheureusement, ce n'est pas une utopie. Le militant communiste, le syndicaliste, le petit-fils d'émigrés que je suis, ne peut pas être complice d'une telle démarche. Et juste pour terminer, ou presque, si le binôme police-justice y tient à cette vidéoprotection, après nous en avoir démontré les avantages, qu'il la mette en œuvre à son compte, parce que dans le cadre d'un budget contraint, nous n'avons pas besoin d'un nouveau transfert de charges. Voilà, chers collègues, sans aborder le volet finance ni le volet écologique, parce qu'il y en a un, les quelques réflexions que m'inspire le point de l'ordre du jour, je terminerai par une citation empruntée à l'historien Pierre Cernat. En ces années 2020, le fantasme de sécurité semble avoir remplacé le désir de liberté dans un monde sans boussole. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais quand même rappeler le meurtre de Karine Fouché, avec lequel, qui nous a tous bouleversés à cette époque-là. N'oublions pas que les caméras qui étaient à panne ont aidé à élucider cette affaire. Donc, dire que les caméras ne serviraient pas, je trouve ça pas juste, car la preuve en est qu'elles ont servi. Et effectivement, dire que Chalette n'est pas une ville sûre, effectivement, c'est une ville sûre. Il manque ce qu'on appelle les grands frères, c'est-à-dire les éducateurs de rue. Et je ne pense pas que le fait qu'on ait des caméras ne soit pas associé, ou associable plutôt, avec les éducateurs de rue. Je pense qu'il faudrait les deux, tout simplement. Par contre, là où je peux rejoindre les inquiétudes de la mise en place de ces caméras, sachons qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Et qu'il est plus préférable d'en parler lorsqu'on sera au stade de la faisabilité, ce qui n'est pas le cas encore. Donc ne disons pas des choses là où on n'est pas encore à ce niveau. Le premier niveau aujourd'hui, ça a été de vérifier, de répondre aux questions de la commission, les inquiétudes de la commission, et ça a été répondu. Donc là, il me semble qu'aujourd'hui, on va voter un AMO afin qu'il puisse travailler sur la faisabilité. Et ensuite, voir avec les référents avec qui la commission va travailler, des élus vont travailler, je dis bien des élus, qui vont travailler avec ces référents-là pour l'installation, si bien sûr on va jusqu'à ce niveau-là, mais aujourd'hui c'est qu'une étape de connaissance et de découverte de ces caméras de protection sur notre territoire.
Merci. Merci. Monsieur Gage. Merci, Monsieur le maire. Juste un mot. Quand j'ai participé à cette commission, donc je faisais partie du petit groupe qui a visité le centre de supervision des caméras de Montargis, et c'était peu de temps après les émeutes. Et je me souviens très bien que les policiers municipaux qui étaient là nous ont très clairement dit que sans les caméras, il serait impossible de rien faire contre les émeutiers qui étaient la plupart du temps masqués, etc., qui avaient prévu leur coup, et que ce n'est que les caméras qui ont permis de faire avancer ces enquêtes et de mettre la main sur certains coupables. Alors bien sûr, sur 300 personnes, il y en a peut-être qu'une dizaine, je ne sais plus combien, là, qui ont été attrapées, malheureusement, mais sans les caméras, ça aurait été zéro, je pense. Et également l'incendiaire, ce qui est important. L'incendiaire avait été aussi identifié par rapport à ça, et y compris, je vais revenir sur les exemples que Jacques a donnés, que ce soit à Nice ou que ce soit tous les événements qui ont été cités, à chaque fois la caméra a toujours servi justement sur l'enquête. À Nice, la caméra avait beaucoup servi justement sur comment ça s'était passé, et elle avait été efficace au niveau de l'enquête. Exactement. Et oui, je rejoins M. Balamont, de toute manière. Les caméras, c'est une chose, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un débat d'opposer les caméras avec des éducateurs, de la présence. C'est un outil supplémentaire qui vient en complément. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, on a toujours été demandeurs d'avoir des éducateurs des éducateurs de rue, donc effectivement, c'est complémentaire, et non pas opposer l'un avec l'autre. Madame Lamarre. On ne peut pas comparer Chalette à Montargis et à Nice, déjà. Voilà. Je voulais dire. Bien. Non, j'ai pas fini. Ah, pardon. Alors, je voulais dire, dans son rapport en 2020 consacré aux polices municipales, la Cour des comptes estime que l'efficacité de la vidéosurveillance n'est pas prouvée par des coûts pourtant importants. Les auteurs du rapport observent que le coût d'installation d'une caméra peut aller du simple au quintuple. Elle s'interroge aussi sur l'utilité de continuer à flécher les subventions sur la vidéosurveillance, quand d'autres secteurs pourraient en bénéficier. Enfin, elle interroge aussi la légalité de subventions versées par les régions et les départements pour l'installation de la vidéosurveillance ou la vidéotéléprotection, la sécurité n'entrant pas dans leur prérogative. Au regard du coût jugé élevé de cette technologie de sécurité, la Cour des comptes épingle également leur efficacité pour réduire la délinquance. S'appuyant sur les statistiques de la délinquance de la place Beauvau, les auteurs du rapport maintiennent que leur part, tout comme la Cour l'avait fait en 2011, qu'au vu des constats locaux résultant de l'analyse de l'échantillon de la présente enquête, aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique ou encore les taux d'élucidation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bien. Je crois que sur cette question, personne ne dit que la vidéoprotection répond, est l'arme absolue qui répond à toutes les questions en matière de sécurité. Bien entendu, la vidéoprotection ne remplace pas la présence humaine sur le terrain, et en tant qu'élus, nous militons depuis très longtemps pour la mise en place d'une police nationale de proximité, ce qu'on appelle des îlotiers, comme il y en avait à une certaine époque, des gardiens de la paix qui sont là tous les jours dans leur quartier et qui connaissent les habitants. La réponse de fond, elle est celle-là, c'est un îlotage dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos villages. La vidéoprotection, elle est un outil complémentaire, elle ne remplace rien, elle vient juste aider à la résolution de certaines affaires. Elle peut apporter également une certaine sérénité, apaisement
dans l'espace public routier en particulier. On l'a bien vu depuis que nos policiers municipaux sont équipés de caméras individuelles portatives. La relation avec l'administré est beaucoup plus serein. À partir du moment où les personnes qui sont interpellées verbalement sont prévenues que leur conversation est enregistrée, eh bien le ton se radoucit très vite. Et donc c'est un élément aussi de sécurisation de l'intervention de nos agents, que ce soit les agents de la police municipale, les ASVP, mais même aussi les agents, nos agents municipaux qui interviennent dans l'espace public routier ou non routier et qui peuvent être parfois importunés. Donc c'est des éléments aussi de sérénisation de déplacement dans l'espace public. Comme l'ont dit deux d'entre vous, Madame Lama l'a dit, Monsieur Lalo l'a dit, la vidéoprotection provoque un déplacement, parfois. C'est aussi notre souci, c'est que toutes les communes de l'agglo qui nous entourent ont des caméras de vidéo, sauf Chalette, et qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas être le lieu où, n'ayant pas de vidéoprotection, se concentrent les problèmes. Ensuite, je pense que le débat se poursuit. Il s'agit aujourd'hui de franchir une première étape, c'est-à-dire de valider le principe d'avancer dans les études plus approfondies, c'est-à-dire la délibération qui vous est proposée ce soir, c'est de prendre acte de l'intérêt qu'on peut porter à ce système, mais aussi de lancer une étude beaucoup plus technique, réglementaire et financière pour savoir où on mettrait les pieds si on met en œuvre cette affaire-là. Voilà, mais et comme ça a été dit, l'un ne pose pas l'autre. Nous avons besoin de marcher sur nos deux jambes, à la fois la prévention et la sécurité. La prévention, c'est, je crois, c'est d'abord s'occuper des habitants, des familles, de leurs enfants. C'est les 3/4 du budget de la commune sert à ça, les 3/4. Voilà, c'est les 3/4 de nos actions du service public, c'est pour s'occuper des familles et de leurs enfants, des personnes âgées, de la culture. Voilà, et bien entendu, là-dedans, nous mettons beaucoup de moyens. Nous allons, je l'espère, avec le soutien de l'État dans quelques mois, dans le cadre du contrat de ville, développer le service parentalité. Nous allons, je l'espère, avec l'État et l'Éducation nationale, développer des cités éducatives, comme ça nous a été promis par la préfète et le recteur d'académie lorsqu'ils sont venus à Montargis il y a quelques semaines. Donc oui, nous avons volonté d'avancer avec le conseil départemental et l'agglo sur la mise en place des éducateurs spécialisés. Bref, sur les 20 millions de notre budget, les 3/4 vont au service public qui prennent en charge les habitants et leurs familles. La vidéoprotection représenterait vraiment une infime part du budget communal, mais on en saura un peu plus lorsqu'on aura fait les études plus détaillées. Voilà, donc moi je vous propose donc la délibération, elle se conclut, je ne sais pas si, en disant que nous prenons acte du principe de la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur la voie publique ayant pour objectif la sécurité et la tranquillité du domaine public sur le territoire de la commune de Chalette. On approuve la poursuite des études de faisabilité technique, réglementaire et financière, dont notamment le recours à un AMO, et on m'autorise à engager les actions en ce sens. Donc c'est sur cette délibération que je vous propose de vous prononcer, si plus personne veut la parole. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, opposition. 1, 2, 3, 4, 5. Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à la majorité. Merci. Donc nous allons poursuivre notre réflexion en la matière. Merci, mesdames et messieurs.
Délibération numéro 2, c'est la modification des commissions municipales 4 et 5. Madame Hug. Excusez-moi. Juste avant de commencer, je voudrais juste signaler que c'est moi qui permute à la place de... Voilà, c'est moi qui permute et pas Boubacar Ba qui fait déjà partie de la commission 5. Donc, je vais vous lire la délibération. On modifiera le nom d'Élodie avec Bouba. Je vous rappelle donc que le Conseil municipal a approuvé par 2 délibérations du 16 décembre 2020 la mise en place de 5 commissions thématiques, dont les domaines d'intervention correspondent à l'organisation administrative des services en lieu et place de l'unique commission permanente et la composition des dites commissions. Depuis, des modifications sont intervenues dans la composition de celle-ci et approuvées par le Conseil municipal. Du 2 mars 2021 pour la commission 5, du 1er juin 2021 pour la commission 4, nombre et composition à l'époque. Du 26 octobre 2021 pour les commissions 2 et 5, du 23 mars 2023 pour les commissions 4 et 5, et du 21 novembre 2023 pour la commission 3. Donc aujourd'hui, je vous propose la modification des commissions municipales 4 et 5 à nouveau de la manière suivante. Permuter Madame Asma Manaï Amadi, conseillère municipale déléguée à la parentalité et aux relations avec les communautés étrangères, de la commission 5 à la commission 4, avec donc Madame Élodie Torres, conseiller délégué aujourd'hui à la place de Monsieur Boubacar Ba, puisque Monsieur Boubacar était dans l'impossibilité, si vous vous souvenez, d'être présent pour déléguer au logement. C'est Madame Élodie Torres qui l'a remplacé à l'époque. Donc, la commission 4 avec Madame Élodie Torres, conseillère déléguée au logement de la commission 4 à la commission 5. Et cela à compter du 12 février. Donc, Madame Asma Amadi va passer dans la commission 4 puisqu'elle va intégrer le pôle culture, le pôle sport, jeunesse, action culturelle, démocratie participative. Puisque avant elle était dans le pôle social, à enfance et famille. C'est juste que le pôle enfance et famille va dans la commission 4. Donc c'est pour ça qu'elle est obligée d'intégrer donc cette commission. Voilà, donc la commission 4, elle est... voilà, Monsieur Rambo Christophe, Monsieur Malgui Jamal, Monsieur Khalid-Atif, Madame Asma Amadi, Monsieur Tavares Mario, Madame Durand Virginie, Madame Loiseau Farah, Monsieur Christodoulou Alexis, Madame Lama Eulali. Et donc, dans la commission des personnes âgées, petite enfance, CCAS Logement, Madame Brandon Michel, Madame So Fatima Tam, Madame Torres Élodie, Madame Henri Fabienne, Monsieur Boubacar Ba, Madame Caillouminé, Madame Perrier Michel, Madame Prieux Claire. Voilà, bien. Donc, je vous propose d'approuver ces modifications. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, des créances éteintes. Donc, la perception nous a passé un état de créances éteintes. Il y a donc 8 créances sur la restauration municipale pour 310,05 €. Il y a 8 titres de 2022-2023. Il y a 8 titres également sur le périscolaire pour 231,84 € sur les exercices 22-23.
Donc ces créances sont éteintes dans le cadre d'une mesure de rétablissement. Donc ces créances sont éteintes, c'est-à-dire qu'elles disparaissent de la comptabilité communale, mais restent dans la comptabilité de l'État et du percepteur. Si il peut récupérer cet argent, ben, on le récupérera à ce moment-là. Mais pour l'instant, on les sort de la comptabilité à la demande de la perception. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 4, une décision modificative numéro 4, donc elle concerne le fonctionnement. Dans le cadre de la journée dite complémentaire, nous avons donc jusqu'au 20 janvier pour adopter une dernière délibération concernant uniquement le fonctionnement. Nous avions adopté en décembre une délibération concernant l'investissement. Donc nous avons un ensemble d'ajustements qui tiennent compte de l'exécution du budget en 2023 en dépenses et en recettes pour un montant de 32 387 €. Vous voyez que par rapport à un budget de 20 millions, c'est vraiment une toute petite, un petit ajustement. Voilà, on ajuste les dépenses et les recettes en fonction de ce qui est réalisé et ce qui reste à payer, tout simplement, des factures de 2023. Donc vous avez sous les yeux hein, l'ensemble des dépenses et des recettes pour 32 387. On m'avait posé une question. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM? Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5, une convention financière de reprise du compte épargne-temps concernant un agent que nous allons recruter. Donc, Madame Hug. Le 1er mars 2024, la commune va recruter un agent de la communauté de communes de La Forêt qui a cumulé 14 jours au titre de son CET. Aussi, l'agent ayant fait part de son souhait de conserver ses jours, il est proposé de signer une convention financière de reprise du CET avec la communauté de communes de La Forêt, afin que la commune soit indemnisée en conséquence. Pour cette indemnisation, il convient de retenir les montants applicables prévus pour la fonction publique de l'État, tels qu'ils sont revalorisés par un décret du 24/11/2023, à savoir 100 € bruts par jour pour un agent de catégorie B. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver la convention afférente et d'en autoriser la signature. C'est ce qu'on avait déjà fait on l'a déjà voté le mois dernier dans le sens inverse. On a une agent qui est partie dans une autre collectivité. Donc la collectivité a repris son CET. Là, c'est l'inverse, c'est nous qui prenons. Donc, et on s'indemnise les communes entre nous, donc de 100 € bruts par jour pour que l'agent puisse conserver ses CET, puisque les CET, on ne peut pas les payer. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 6, une convention de mise à disposition d'un directeur des services techniques avec la communauté de communes de La Forêt, Madame Hug. À l'issue de la procédure de recrutement d'un nouveau DST, il a été décidé de recruter par voie de mutation le directeur des services techniques de la communauté de communes de La Forêt à partir du 1er mars 2024. Néanmoins, afin de permettre à la collectivité de bénéficier de l'expertise de cet agent le plus rapidement possible, tout en ne mettant pas en difficulté son employeur actuel, il est convenu de conclure avec ce dernier une convention prévoyant une mise à disposition par la communauté de communes de La Forêt au profit de la commune de Chalette-sur-Loing à raison de 2 jours hebdomadaires à partir du 1er février 2024 et jusqu'au 29 février 2024. Une mise à disposition par la commune de Chalette-sur-Loing au profit de la communauté de communes de La Forêt à raison de 2 jours hebdomadaires à partir du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 mars 2024. Il est précisé que cette organisation, proposée par l'agent qui a donc donné son accord, fera l'objet, comme la réglementation le prévoit, d'arrêtés de mise à disposition par chaque employeur successif. Conformément aux articles L. 512-6 et suivants du Code de la fonction publique, il convient d'informer l'Assemblée délibérante de ces mises à disposition sur la base d'une convention prévoyant notamment
les missions dévolues à l'agent mis à disposition et le remboursement à la structure employeur pour chaque période de la rémunération versée en fonction de la quotité travaillée par chaque structure bénéficiaire successive. Voilà. C'est donc, très bien. Donc, pour expliquer, notre directeur des services techniques travaillera 2 jours en février chez nous, 2 jours dans son collectivité, et nous rendrons les 2 jours après à sa collectivité. Donc ce sera sur 2 mois, février et mars. Bien. Je propose d'approuver donc cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 7, création d'un emploi permanent d'animateur principal 2e classe et autorisation de recruter un contractuel. Madame Hug. Au terme de l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Dans le cadre du développement des actions en faveur de la parentalité, la ville de Chalette-sur-Loing souhaite créer un emploi permanent d'animateur principal 2e classe à temps complet pour exercer les fonctions de responsable de service enfance et famille à compter du 1er février 2024. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière animation du cadre d'emploi d'animateur au grade d'animateur principal 2e classe. Au regard de la spécificité de l'emploi, de l'expertise et des compétences attendues, et si le recrutement d'un fonctionnaire s'avère infructueux, l'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel relevant de la catégorie B, conformément à l'article L 332-8 du Code général de la fonction publique, qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique, de recruter un contractuel sur tout emploi permanent. L'agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans et au maximum pour une durée initiale de 3 ans. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse en respectant la procédure de recrutement mentionnée ci-dessus. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. Sa rémunération sera calculée par référence à l'échelle indiciaire du grade d'animateur principal 2e classe du cadre d'emploi des animateurs. La rémunération sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leurs exercices, la qualification détenue par l'agent contractuel ainsi que son expérience. Au regard de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie B de la filière animation, du cadre d'emploi des animateurs au grade d'animateur principal 2e classe pour exercer les fonctions de responsable du service enfance-famille à compter du 1er février 2024. Et dans l'hypothèse du recrutement infructueux d'un fonctionnaire et en raison des besoins du service ou de la nature des fonctions, d'autoriser M. le maire à recruter éventuellement un contractuel sur le fondement de l'article L 332-8-2 du Code général de la fonction publique. Donc ce n'est pas la personne est en poste, c'est donc pour, jusqu'à maintenant elle avait un contrat d'1 an, aujourd'hui on va lui faire donc un contrat de 3 ans renouvelable et à la suite de ça, dans 6 ans, elle aura un contrat à durée indéterminée. Mais l'agent est déjà responsable du service et est déjà en poste. Ce n'est pas un nouvel emploi. Bien.
Oui, enfin, sauf si... ce qui est demandé à l'agence, c'est de passer le concours de catégorie B de la fonction publique. Hein, voilà. C'est ce qu'on... de telle sorte qu'elle puisse être titularisée sur un emploi de catégorie B. D'accord ? Mais ce n'est pas une création de poste, puisque l'agent est déjà en poste et il est déjà depuis plusieurs années. Fonctionnaire non titulaire depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Donc là, il s'agit exactement de la même délibération pour la création d'un emploi permanent d'attaché territorial. Voilà. Donc je ne vais pas vous relire tout ce que je viens déjà de vous lire. Donc en conclusion, au regard de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie A de la filière administrative du cadre d'emploi des attachés au grade d'attaché pour exercer les fonctions de journaliste multimédia à compter du 1er février 2024. Et dans l'hypothèse du recrutement infructueux d'un fonctionnaire et en raison des besoins du service ou de la nature des fonctions, d'autoriser Monsieur le maire à recruter éventuellement un contractuel sur le fondement de l'article L332-8.2 du Code général de la fonction publique. Donc c'est un emploi qui est déjà aussi, aujourd'hui, la personne est déjà dans son emploi, dans la même pratique, d'une durée, d'avoir un contrat à partir du 1er février de 3 ans renouvelable, et aussi que cette personne puisse aussi passer un concours de catégorie A, d'attaché. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9. Ben, c'est le compte-rendu de délégation d'attribution de Monsieur le maire. Vous avez eu... On les a. Vous avez eu l'ensemble des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous demande de prendre acte de cette délégation. Bien, ce conseil municipal donc, se termine. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Ah oui, il y a la motion. Attendez, il y a une motion. Oui, on va adopter la motion déjà. Il faut qu'on la lise. Oui. C'est moi qui la lis? Ben oui, parce que je pense que c'est... Je vous propose, messieurs, dames, une motion sur la loi immigration. Chers collègues, la loi immigration, bien qu'ayant fait l'objet d'une motion de rejet adoptée par 270 députés, a malgré tout été votée en fin d'année 2023. Cette loi déroule le tapis rouge aux idéaux de l'extrême droite en bafouant les droits humains et sociaux garantis auparavant aux étrangers. Ce gouvernement cherche à faire croire aux citoyens de notre pays que l'augmentation des prix, la folle course de l'inflation, l'abandon des banlieues et des zones rurales, l'agonie des collectivités locales, l'insécurité sont en lien direct avec l'immigration. Une façon de ne pas faire face à leurs propres responsabilités. Cette loi est une liste de mesures antisociales, transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, beaucoup plus restrictive, durcissement des conditions de regroupement familial, en rallongeant le délai de 18 à 24 mois, instauration de quotas migratoires, restriction d'accès aux titres de séjour et de résident pour les conjoints de Français et parents d'enfants français. A l'inverse, et toujours dans sa politique du « en même temps », ce gouvernement propose, à travers ce projet de loi, une carte de séjour, travail dans les métiers en tension. Autant de secteurs pénibles, souvent mal rémunérés et qui ont du mal à recruter. Sans doute que cette disposition devait laisser à penser que ce projet avait aussi une dimension sociale. Mais personne n'est dupe. Derrière le mot immigration, plus personne ne voit les drames humains qui se jouent. Situation de guerre, misère économique et sociale, catastrophe climatique, poussent des personnes à fuir, souvent au péril de leur vie, leur pays, en laissant tout derrière eux. Leur histoire, leur famille, leur maison, leurs amis, pour chercher un refuge qui leur permettra d'avoir une chance de survivre. Qu'ont-ils enduré pour arriver jusqu'en Europe et en France? Des marchands de rêves et des passeurs qui les dépouillent alors qu'ils n'ont rien. Il faut travailler à une paix durable dans le monde et créer des conditions économiques et sociales pour que les personnes puissent vivre sereinement dans leur pays d'origine, plutôt que de proposer des textes de loi qui déroulent le tapis rouge aux thèses de l'extrême droite. Il ne faut-il pas avoir derrière cette loi un coup médiatique de Gérard Darmanin, servant avant tout ses ambitions politiques?
nous élus du conseil municipal de Chalette-sur-Loing, demandons solennellement au président de la République de ne pas promulguer cette loi et appelons à nous rassembler le dimanche 21 janvier 2024 pour une journée de mobilisation contre cette loi. Je vous laisse la parole. Donc c'est dimanche 21. C'est à Paris, je crois. Non, il y en a une ici. Oui, mais là, on parle du 21. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce texte? Écoutez, pas d'intervention. Je vous propose d'adopter cette motion en levant la main. Ceux qui sont pour. Merci. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Très bien. Merci. Donc, cette motion est adoptée. Elle sera transmise aux représentants de l'État, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Monsieur Balaban. Oula. Merci, monsieur le maire. Oui, j'ai une question qui revient souvent d'ailleurs. C'est quand est-ce que les élus d'opposition ont retenu une salle de travail, étant donné que les élus de la majorité en ont une, je dirais même 2 salles, c'est-à-dire le groupe des élus communistes en ont une, le groupe des élus socialistes en ont une, et les autres groupes en ont pas. Ce qui fait qu'il y a une différenciation d'élus, voire une discrimination si c'en est une. Écoutez, pour donner des salles, il faut en avoir, et nous n'avons pas de locaux disponibles actuellement, surtout que les groupes se sont multipliés comme les petits pains au cours de ce mandat. Il y avait 3 groupes au début de cette mandature. Aujourd'hui, il y en a 6. Arrêtez de vous diviser et on pourra tous travailler ensemble, je pense. Effectivement, monsieur le maire, vous avez raison, le groupe de la majorité a été divisé aussi. Vous avez raison de souligner également, vous avez raison. J'entends bien. Mais par contre, il y a quand même 2 salles pour la majorité, 0 salle pour l'opposition. On demande juste une salle pour toute l'opposition. Vous savez, ça nous suffit. Monsieur Balaban, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Donc ça veut dire que vous discriminez depuis 50 ans? J'ai pas d'autres salles à vous mettre à disposition pour le moment. Dès que j'en ai une, je vous en ferai part. Bien, une autre intervention, Madame Lama. Oui, on va. Chers collègues, nous apprenons que la fermeture définitive de la Maison de la Nature et de l'Eau aura lieu dans un avenir très proche. Cela signifie que les habitants de Chalette-sur-Loing et des environs, ainsi que les scolaires... Attendez, Madame Lama, ce point n'est pas à l'ordre du jour, premièrement. Deuxièmement, vous affirmez quelque chose qui est faux, donc je ne peux pas vous laisser dire des choses qui sont fausses. Non, attendez, Madame Lama, ce n'est pas à l'ordre du jour, et c'est un faux problème. Cette décision, il n'y a eu aucune décision en la matière. Nous en débattrons si une décision de la sorte doit être prise, elle doit être débattue en conseil municipal lors d'une délibération. Mais il n'y a absolument pas de délibération de prévue à cet effet, ni de fermeture. Il n'y a pas de délibération, mais vous le savez très bien que... Madame Pépin ne travaille plus. Ce n'est pas l'ordre du jour. Et beaucoup de personnes ne... C'est très simple. Il faut que les citoyens sachent ce qui va se passer. Un agent de la MNE a demandé à changer de service. C'est elle qui a demandé de changer de service. Et nous avons répondu favorablement à sa demande de changer de service. Donc elle a changé de service. Mais ce n'est pas nous qui l'avons obligée à changer de service. Tout à fait. C'est très simple. C'est pourtant que Mme Pépin... On en reparlera une autre fois. Et après, mais la Maison de la Nature et de l'Eau, il n'est pas question de la fermer. Mme Pépin ne peut pas rester seule à LMNE actuellement. C'est pour ça que nous ne pouvons pas la laisser toute seule à LMNE. C'est le code du travail, mais aucune décision de fermeture de la MNE n'a été prise à ce jour. Donc ne racontez pas n'importe quoi. D'accord. Merci. Je ne dis pas n'importe quoi, on nous a rapporté. Donc, oui, on vous rapporte des bruits de couloir. Et voilà, vous m'avez répondu, monsieur le maire. Faut pas écouter les bruits de couloir. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui. Juste une précision, et Thierry Jolivet commençait de le dire tout à l'heure, à l'appel des 201 personnalités donc, qui appellent à manifester le 21,
pour les Montargois, il y a une séance de rattrapage le lundi, effectivement. Ça doit être place du Paty à 18h. Voilà, c'était juste une précision. Merci. Oui, donc il y a une manifestation nationale le 21, dimanche, à Paris. Et à Montargis, un rassemblement est prévu lundi soir à 18h devant la sous-préfecture. Voilà, donc vous êtes tous invités à y participer également. Bien, ben écoutez, je vais clore là cette séance du conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 mars pour le vote du DOB. Voilà. Merci. Hein ?